Comme vous le savez peut-être, le tilleul possède des vertus curatives et calmantes. C'est également l'arbre qui symbolise l'amour conjugal. Une légende l'atteste en tout cas, celle de Philémon et de Baucis, les amants inséparables, transformés en tilleuls pour rester unis jusqu'à l'éternité. Teresa Alban se remémore-t-elle cette fable émouvante en admirant les tilleuls du parc de la clinique où elle accompagne son mari qui doit subir une banale intervention chirurgicale. Je le souhaite pour elle. Car si elle présageait ce que lui réservent les heures à venir, je peux vous garantir qu'elle s'enfuirait à toutes jambes. Cela faisait un moment que Paul devait subir cette appendicectomie. Il repoussait régulièrement la date de l'opération. Oh, pas par inquiétude, ce n'était pas son style. Parce que son poste de PDG l'accaparait énormément. Le reste de son temps, il préférait le passer avec moi. Un jour, il s'est enfin décidé. Et je l'ai accompagné à la clinique. J'ai aidé Paul à défaire sa valise. J'ai rangé dans le tiroir de sa chambre le livre qu'il était en train de lire. Puis, j'ai contemplé les tilleuls du parc. Il m'a souri. Il m'a embrassée. Et je suis partie. Teresa n'a aucune raison de s'alarmer. Ne s'agit-il pas en effet d'une banale intervention chirurgicale, d'une simple formalité? C'est pourquoi, après avoir affectueusement embrassé son mari, elle quitte la clinique sans la moindre appréhension. J'ai décidé de passer la fin de journée et la nuit chez mes parents. Je ne les voyais pas beaucoup ces derniers temps. J'ai brièvement pensé que je ne serais pas joignable au cas où la clinique m'appellerait, mais mon père m'a aussitôt rassurée. Tu n'as aucune inquiétude à avoir, Teresa. Il ne s'agit que d'une banale appendicite. Quand je pense que si j'étais restée auprès de Paul cette nuit-là, tout cela ne serait probablement pas arrivé. À quoi fait allusion Teresa? Que ne se serait-il pas produit si elle avait passé la nuit à la clinique des Tilleuls en compagnie de son mari? Nous allons le découvrir bientôt. Le lendemain matin, alors qu'elle vient à peine de rentrer chez elle, Madame Alban répond à un appel téléphonique de l'inspecteur Marc Citer. J'avais essayé de joindre Madame Alban toute la matinée et j'ai réussi à la joindre à 10 h. Voilà. Bien évidemment, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une erreur. L'inspecteur de police m'a demandé de venir au commissariat en m'affirmant que Paul s'y trouvait. Je lui ai dit que c'était impossible, qu'en ce moment, il était sur un lit, dans une clinique, et qu'il venait juste d'être opéré. Quand j'ai demandé à Madame Alban si c'était pour une appendicite, il y a eu un grand silence. Donc j'ai bien compris que, bien qu'elle soit très surprise, elle ne me croyait qu'à moitié. Alors je lui ai dit qu'on avait retrouvé ses papiers dans son veston. Tout cela n'avait aucun sens. Je ne pouvais pas y croire. Vous savez comment ça se passe dans ces cas-là, on trouve toutes sortes d'explications. J'ai dit au lieutenant Citer qu'on lui avait probablement dérobé son portefeuille à la clinique. J'avais peur. Peur d'entendre ce que le lieutenant n'osait pas me dire. J'ai fini par lui dire. Madame Alban, votre mari est mort. Cette phrase a comme explosé dans mon crâne. Paul, mon Paul que j'aimais passionnément depuis 10 ans et que j'avais quitté la veille en pleine forme, mon Paul était mort. Je ne me souviens même plus comment j'ai fait pour arriver au commissariat. Quand je l'ai vue arriver dans mon bureau, j'ai bien vu qu'elle faisait des efforts incroyables pour ne pas craquer. Le plus dur restait à faire. J'avais besoin qu'elle identifie formellement le corps. J'étais prêt à lui laisser du temps, mais elle pensait qu'il s'agissait d'une erreur encore. À ce moment-là, je me souviens, je refusais encore d'y croire. Vous quittez votre mari qui doit se faire opérer dans une clinique et le lendemain, on vous annonce qu'il est mort
dans un commissariat. Je ne pouvais pas le comprendre. J'avais l'impression de faire un cauchemar. Je me disais que j'allais me réveiller. Quand on a soulevé la couverture, quand j'ai vu Paul allongé sur ce banc, elle a été très courageuse, Madame Alban, et surtout très digne. C'est vrai que son mari n'était pas beau à voir, hein. Il avait le visage tout convulsé, comme s'il avait été en proie à une terreur folle, quoi. C'était très étrange. L'inspecteur m'a dit ce qu'il savait, le peu qu'il savait. La nuit dernière, l'une de mes patrouilles avait vu un homme qui titubait, donc son mari. L'un des agents a voulu l'interpeller. Celui-ci s'est débattu, il a frappé violemment. Donc finalement, il a été maîtrisé et amené au poste. Mes hommes ont pensé qu'il s'agissait d'un ivrogne. Hein? Et ils l'ont mis dans la cellule. Et c'est juste au petit matin qu'on s'est aperçu qu'il était mort. Et à part cet appendice, cette cicatrice qu'il avait de l'appendicite, mais rien. Aucune autre blessure, rien. Je ne comprenais rien. De quoi était mort mon mari, personne ne le savait. L'inspecteur de police m'a dit qu'un médecin avait été appelé et qu'il allait examiner mon mari. Et que faisait-il dans la rue alors qu'il venait juste d'être hospitalisé? Je ne pouvais pas croire non plus qu'il avait été violent, cela ne lui ressemblait pas. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Pour l'inspecteur, nous allions trouver les réponses à toutes nos questions à la clinique des Tilleuls. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Nous sommes partis là-bas. Donc le docteur Morand, le patron de l'établissement, nous a reçus tout de suite. Alors j'ai dû calmer Madame Alban parce que là, à ce moment-là, elle a craqué, quoi. Elle s'est mise à hurler, elle a demandé à Morand « Qu'est-ce que vous avez fait de mon mari ?» Donc ça a été affreux. Puis elle a éclaté en sanglots. Quand j'ai entendu ce qu'a dit le docteur Morand, c'est bien simple, j'ai cru devenir folle. Je n'y comprenais plus rien du tout. Morand m'affirmait qu'il n'avait jamais entendu parler de Paul Alban. Il voulait même nous montrer les registres. Et Madame Alban, pendant un petit moment, pendant un instant, elle a eu du mal à respirer. Et d'un seul coup, elle a traité Morand de menteur. Elle a dit qu'elle se souvenait de son nom, et que c'était lui qui devait l'opérer. Et elle a voulu voir sa chambre. La 25 pavillon B, c'était. Et elle est partie, mais alors comme une flèche. Et je l'ai suivie, moi, en courant dans les couloirs de la clinique. En arrivant dans la chambre, celle que j'avais quittée la veille, elle était vide, complètement vide. J'ai ouvert la penderie, rien. Dans le tiroir de la table de nuit, le roman que j'avais rangé la veille n'y était plus. Rien. Il n'y avait absolument plus rien dans cette chambre. Là, j'ai commencé à douter de ma santé mentale. Mais une chose était sûre, c'est que Madame Alban ne pouvait pas se tromper sur la clinique. On ne peut pas se tromper sur des choses comme ça. Donc j'ai continué mon investigation et j'ai rien trouvé. Le registre de la clinique ne mentionnait pas l'entrée de Paul Alban. L'infirmière de garde a été très claire. La chambre était inoccupée depuis 3 jours. Elle n'avait jamais entendu parler de Paul Alban. J'ai été voir dans les chambres voisines, espérant que quelqu'un ait vu mon mari. Elles étaient vides.
D'après l'infirmière de garde, elles étaient inoccupées la nuit dernière. Hop. Donc c'est dans ces conditions que j'ai débuté mon enquête. Donc c'est... Pour être une sacrée affaire, c'est une sacrée affaire. Hein. Ça, c'est... J'ai pris 3 hommes avec moi et on a contacté tous les hôpitaux de Paris. Ce qu'il y a, c'est que Paul Alban n'avait pas été opéré dans aucun d'entre eux. Rien, on n'avait rien trouvé. Donc ça, c'était la première fois que j'avais affaire à un cas si inexplicable. Plus tard, j'ai reçu les résultats de l'autopsie. Paul Alban est décédé d'une crise cardiaque consécutive à des chocs nerveux intenses. Quant à l'opération qu'il a subie, elle ne peut pas être mise en cause. Pas d'erreur chirurgicale ni anesthésique. Une histoire de fou. Pendant les jours qui ont suivi, je ne dormais plus. J'étais torturée par toutes ces questions sans réponse. Comment était mort mon mari? Qui était responsable? Que s'était-il passé cette nuit-là? Bientôt, les journaux s'emparent de cette incroyable affaire. Les hypothèses les plus folles circulent. Paul Alban a-t-il ou non séjourné à la clinique des Tilleuls? Y a-t-il seulement été admis? Pourquoi errait-il seul dans les rues? Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 16 mars 2001? Le lieutenant Citer est bien incapable de fournir une explication aux journalistes. Quelques jours plus tard, alors que, faute du moindre indice, il est sur le point de clore le dossier, un homme se présente au commissariat et demande à lui parler. Il affirme détenir une information au sujet de l'affaire Alban. J'ai reçu Jean Maraîcher dans mon bureau, un homme d'une quarantaine d'années, pâle, maigre. Il a commencé son histoire en s'excusant. Depuis une semaine, il n'avait pas lu les journaux, il était hospitalisé. Quand il m'a dit qu'il était hospitalisé à la clinique des Tilleuls, j'ai tout de suite su que j'allais enfin savoir ce qui était arrivé à M. Alban. À l'époque, je souffrais de bronchite chronique. Et puis, vers la dernière semaine de mars, mon état a empiré. Il y a eu des complications. J'ai été hospitalisé une semaine à la clinique des Tilleuls. Vous savez, comme je n'allais pas bien, je n'ai pas suivi les nouvelles. Hein. C'est en sortant que j'ai appris l'affaire. Évidemment que je lui ai demandé s'il avait vu Paul Alban à la clinique des Tilleuls. Non, je n'avais jamais vu Paul Alban. Mais ce que j'ai raconté à l'inspecteur, c'est ce que j'ai entendu cette nuit-là. J'occupais la chambre 24, pavillon B. Vers 2-3 heures du matin, j'ai entendu des cris inhumains, des hurlements. Ça a duré longtemps. Puis ensuite, j'ai entendu des bruits de lutte. Et puis, d'autres cris, mais d'un infirmier. Et puis un « rattrapez-le » Et puis, plus rien. J'ai demandé à M. Maraîcher ce qu'il avait fait le lendemain, s'il en avait parlé à quelqu'un. Le lendemain, j'en ai parlé à l'infirmière de garde. Elle m'a dit que pendant mon sommeil, j'avais déliré. Comme j'avais de la fièvre, je l'ai cru. Je n'ai pas compris pourquoi, mais quelques minutes après, on me changeait de chambre. C'était tout. Et ça suffisait. J'ai foncé à la clinique des Tilleuls. Le personnel médical m'avait menti. Pourquoi? Ça, je l'ignorais. Quand j'ai résumé les faits au docteur Morand, il avouait tout de suite. Il avait fait ça pour ne pas perdre sa clinique et sa réputation. Le docteur Morand fait des aveux complets aux policiers. Pour s'assurer que cette fois, il ne ment pas, Citer contre-interroge Sophie, l'infirmière de garde, cette nuit-là. Le témoignage de la jeune femme est alors radicalement différent de ce qu'elle avait affirmé une semaine plus tôt. Nous sommes parvenus à retrouver Sophie. Elle a consenti, non sans difficulté, à s'exprimer devant la caméra. Pour des raisons que vous comprendrez aisément, elle a néanmoins tenu à conserver l'anonymat.
D'abord, je voulais dire que je regrette ce que j'ai fait. À l'époque, c'était mon premier boulot et je voulais pas me faire virer. Donc, quand Paul Alban est revenu du bloc opératoire, il était encore endormi à ce moment-là. À son réveil, il a fait ce qu'on appelle une psychose post-opératoire. C'est quelque chose de très rare. Il a été pris d'un brusque accès de folie furieuse. Paul Alban était habillé et voulait s'enfuir. Sophie a voulu l'en dissuader. Il s'est jeté sur elle pour l'étrangler. J'ai eu peur. J'ai crié. Il y a 2 infirmiers qui sont venus à mon secours. Monsieur Alban les a repoussés comme s'il s'agissait de brindilles, parce que cette maladie, enfin, disons que la démence donne une force surhumaine. Il les a donc repoussés, il a sauté par la fenêtre et il a disparu. Le personnel médical a passé une bonne partie de la nuit à le chercher, hein, dans le parc, dans les rues avoisinantes, partout. Hein. Personne ne l'a trouvé. Personne n'a trouvé Paul Alban. Au petit matin, je crois que le docteur Morand a perdu la tête. Plutôt que de prévenir la police, il a maquillé le registre, il a fait disparaître les affaires de monsieur Alban et il nous a menacés pour qu'on se taise. Et voilà, Paul Alban n'avait jamais mis les pieds à la clinique des Tilleuls. Quand le lendemain, monsieur Maraîcher nous a dit qu'il avait entendu des cris bizarres pendant la nuit, on lui a dit qu'il avait déliré à cause de la fièvre. Et pour plus de précautions, on l'a changé de chambre. L'inspecteur est venu m'apprendre ce qu'il savait. Cela ne change rien. Mon Paul est mort. Mais au moins, je connais la vérité. Le juge chargé de l'affaire a retenu le chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et condamné le directeur de la clinique des Tilleuls à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Faute de preuves, l'homicide sans préméditation n'a pas pu être retenu contre lui. Le directeur a néanmoins vendu son établissement pour s'acquitter des dommages et intérêts dus à Teresa, la veuve de Paul Alban. Quant à cette dernière, elle se rétablit péniblement de cette douloureuse épreuve. L'équipe de tournage m'a dit que dans le jardin de sa maison, elle a fait arracher tous les tilleuls.